Qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise. Vous venez entendre Pascal Cherki, l'avocat d'Ali Rabeh, maire de Trappes. Cette affaire a pris des proportions, j'allais dire dingues. Vraiment, cette semaine, elle a marqué durablement l'actualité. Est-ce que vous comprenez qu'on est atteint, et comment vous l'expliquez qu'on a atteint ce stade-là? Écoutez, c'est l'histoire à la fois d'une instrumentalisation politique et d'un emballement médiatique totalement dramatique, à la fois pour les habitants de Trappes, mais aussi pour la paix civile. Parce que je veux rappeler qu'aujourd'hui, il y a un maire qui est Ali Rabeh et qui se trouve avec une protection rapprochée parce qu'il est menacé de mort, non seulement sur les réseaux sociaux où il a publié toute une série de messages qui font froid dans le dos et qui a été signalé par Pharos et avec une menace avérée d'un attentat contre lui. Bon, on est quand même dans cette situation. Et vous noterez qu'à ce moment-là, des élus de droite, et non des moindres, Valérie Pécresse, Renaud Muselier, pensent que la grande idée patronne géniale... de région d'Île-de-France et patron des patrons des régions. Voilà, estime que la grande idée géniale du moment, c'est de demander la révocation d'Ali Rabeh. Or, Ali Rabeh, ce qu'il a fait, et c'est important de le rappeler, c'est qu'au moment où il y a eu cette alerte de Didier Lemaire, de cet enseignant, finalement, chacune et chacun qui écoute ça est inquiet parce qu'il y a eu l'affaire Samuel Paty et parce que nous ne pouvons pas prendre à la légère un enseignant qui se dit menacé. Ali Rabeh demande à ce qu'il y ait une protection, en l'occurrence aléatoire, parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà, pour cet enseignant. Donc assuré par la police du département. Oui, assuré par la police du département. Par ailleurs, vous savez qu'Ali Rabeh a engagé tout un travail contre la radicalisation. Il est engagé sur ce sujet. Et le préfet des Yvelines dit lui-même qu'il peut travailler avec Ali Rabeh, notamment contre les salafistes, alors qu'il n'y arrivait pas avec le précédent. Pardon de vous interrompre, mais c'est ça qui est le plus fou. C'est qu'à la fin, les trois protagonistes, dont les deux principaux, que ce soit ce professeur de philosophie, le maire de la ville, et vous venez de parler du préfet, ils poursuivent manifestement le même objectif. Comment se retrouve-t-on ce soir avec deux personnes dressées l'une contre l'autre, alors que, comme vous venez de le rappeler, elles ont le même but? Oui, le même but, qui est effectivement de trouver une solution efficace pour lutter contre le terrorisme, contre la radicalisation et d'apaiser la situation. Simplement, là, vous voyez, ça devient très politique parce que Didier Lemaire, l'enseignant en question, vous savez qu'il est à la fois proche du printemps républicain, journaliste à causeur, et il a un fil idéologique qui le tient. C'est son droit, on est en démocratie. Et qu'Ali Rabeh a une autre philosophie politique pour approcher ces questions-là. Et je pense que ce que nous touchons du doigt, c'est que la vindicte qui est jetée à l'égard d'une ville, de tous ses habitants, les mensonges qui sont perpétrés. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une trumpisation de la droite. Quand Valérie Pécresse, par exemple, nous raconte que la défenseur des droits veut imposer le port du burkini dans les îles de loisirs, dans les bases de loisirs. Vous avez vu ça passer? C'est pas du tout ce qui s'est passé. La défenseur des droits veut appliquer le droit et dit qu'on ne peut pas, en l'état, demander l'interdiction du burkini. Instrumentalisation politique de Valérie Pécresse, qui dit quoi? Qui dit un fait alternatif, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas à voir avec la vérité. En revanche, et sur Trappes, c'est la même chose. Elle parle d'intrusion. Il n'y a pas eu d'intrusion. En tout cas, mon métier, c'est de rapporter les faits, donc précisément. Le communiqué de Valérie Pécresse et de Renaud Muselier, c'est de demander la suspension d'Ali Rabeh parce qu'il est entré dans un établissement scolaire pour distribuer un tract. Ce sont les mots du communiqué. Son avocat nie que ce soit un tract. Il estime qu'il est venu apporter une lettre de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'il nous a dit sur ce plateau. Et pour compléter les faits, l'académie du département a condamné. Monsieur Blanquer. A condamné l'action du maire de Trappes. Est-ce que vous voulez les faits On parle bien des faits. C'est ce que je viens de dire. Oui. Ah oui. Je vous raconte l'histoire. Ali Rabeh va, comme des maires partout en France, dans un moment où il se passe quelque chose de très important dans sa ville, de très grave, apporter une lettre que moi j'ai lue intégralement et qui essaye d'apaiser la situation et dire ses convictions pour soutenir les élèves choqués, les enseignants, tout le monde. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et on nous parle d'intrusion et on nous parle de tract. Une lettre du maire qui est distribuée à la sortie d'un établissement. Il est accueilli par le chef d'établissement. Ce n'est pas une intrusion. C'est le droit d'un maire que de pouvoir faire cela. Donc vous voyez bien que vous êtes en train de rapporter les faits tels que les raconte Madame Pécresse et Monsieur Muselier, mais qui, eux, en fait,
raconte une autre histoire. Mais vous, Madame Pécresse, là, parce que moi, je tiens à titre personnel, je rapporte pas les faits tels qu'ils les disent eux. Je rapporte les faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé et les mots qui sont reportés par d'autres. Si vous voulez. Il n'y a pas d'interprétation dans mes propos. Oui, mais soyons un peu précis sur la vérité. C'est ce qu'on est en train de faire. Pendant ce temps-là, vous avez eu que Madame Pécresse, dans les manuels scolaires, distribue un tract, et là pour le coup, voilà, on peut discuter là aussi, un tract dans chaque manuel scolaire. Et quand vous ouvrez le fameux ordinateur qui ne marche pas, qui a été donné à tous les lycéens franciliens, vous commencez par un message de Valérie Pécresse. Et c'est elle, cette même personne, qui vient expliquer à Ali Rabet qu'il n'a pas distribué une lettre à des personnes qui sont sous le choc d'un événement national à l'encontre d'une ville. Moi, je suis élue de Sevran, juste pour vous dire, moi je suis élue de Sevran. Sevran, on a tristement cette habitude d'avoir été comme ça, sans cesse stigmatisé, uniquement regardé pour nous expliquer qu'on était le lieu de tout. De la radicalisation, le lieu des difficultés sociales, de la violence, etc. C'est fait, bien sûr, que quand on est élu de ces villes, on le sait. On le sait mieux sans doute que plein de gens qui en parlent. On les connaît, ces problèmes-là. Mais comprenez bien que la façon dont ça s'est passé depuis maintenant plus d'une semaine, en fait, c'est contre-productif. Oui. Ça aggrave le problème. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis. On ne cesse d'interroger tout le monde à ce sujet-là. Le premier à le dire. Et le premier à le dire. Jamel Debbouze l'a dit. Beaucoup l'ont dit. Mais vous condamnez cette hystérisation, mais vous avez pointé les différences idéologiques, en tout cas d'approche qu'il peut y avoir à la fois entre le professeur de philosophie et entre le maire de Trappes. Comment est-ce qu'on sort de ça, de cette situation ? Écoutez, il y a une confrontation politique, c'est vrai. Il faut être clair. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que je vous parlais de trumpisation, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus dans un débat politique parce qu'il y a des anathèmes, des mensonges qui sont proférés, répétés en boucle aussi par les breaking news, toute cette nouvelle forme d'information, vous voyez ce que je veux dire, où en fait on répète quelque chose pendant des jours, des heures. En tout cas ici on ne répète pas de mensonges, faut le dire. Écoutez, il y a quand même des choses un peu étranges qui ont circulé. Quand vous voyez que Pascal Praud va à Trappes pour essayer de vérifier s'il y a des coiffeurs non mixtes. Vous parlez de quelqu'un qui est passé à cette chaîne, en l'occurrence. Non, mais ça, je ne vous parle pas spécialement de BFM TV, je ne parle pas que de BFM TV, je parle de l'ensemble, de la folie dans laquelle nous sommes engagés et qui est grave. Et donc les responsables politiques, c'est pour ça que j'en veux particulièrement à Valérie Pécresse et Renaud Muselier dans cette affaire, c'est que les responsables politiques ont, dans cette affaire-là, la responsabilité d'apaiser et non pas d'attiser et donc de proférer n'importe quoi à des fins purement politiciennes avec une lepénisation du débat public qui est maintenant tristement en marche et qui est dangereuse pour notre pays. Tout à l'heure, on a vu dans la session d'avant, donc les images du Capitole, donc parler de trumpisation pour Valérie Pécresse, c'est quand même tout à fait différent de la situation qu'on a connue récemment aux États-Unis. Et vous savez, parce que comme tout journaliste politique, j'ai essayé de zapper, ça a été de l'acrobatie l'autre jour entre Darmanin, Madame Le Pen et donc Jean-Luc Mélenchon chez Cyril Hanouna. En fait, évadons-nous de cette histoire de Trappes. Il est quand même évident que pendant 80% des deux émissions, ils n'ont parlé, non pas de Trappes, mais que de ça, c'est-à-dire de séparatisme, de laïcité, comme si c'était le seul problème de la France aujourd'hui, dans un contexte de pandémie, dans un contexte de dette, dans un contexte de concurrence internationale, dans un contexte de nouvelle économie. Je les ai regardés, je me suis dit, ils vont quand même parler d'autre chose. Non. Et là, c'était pas Trappes, c'était la France, c'était un gigantesque problème qui était entièrement lié justement à l'islamisme politique et à la République. Donc en fait, vous êtes tous devenus dingues. Écoutez, nous contestons cet agenda politique et le fait que En Marche, Emmanuel Macron, M. Darmanin, là en l'occurrence, ait décidé de s'aligner sur l'agenda de l'extrême droite. C'est eux qui font le choix de mettre pendant 15 jours un débat à l'Assemblée nationale sur une loi dite de séparatisme qui a changé de nom en cours de route, mais c'est la même chose au moment où nous avons 10 millions de pauvres, 1 million de pauvres en plus pendant la crise sanitaire, où nous avons 6 millions de chômeurs. Il était prévu qu'elle passe, comme d'autres lois. Vous ne pensez pas qu'il y a des urgences plus grandes, y compris comment faire le vaccin ? On est en pleine crise sanitaire. Il devrait y avoir un grand débat sur le fiasco des vaccins. Il devrait y avoir un grand débat sur ce qu'on ferme, sur ce qu'on ouvre, comment on fait dans ce moment difficile pour que l'économie ne s'écroule pas, mais pour que aussi nos vies ne s'écroulent pas. Ces débats-là sont passés au second plan et c'est France 2 qui a décidé aussi de faire ce duel entre M. Darmanin et Madame Le Pen, où on entend quand même des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'En Marche, c'est plus un rempart à l'extrême droite, c'est une passerelle
Vous avez Madame Le Pen qui dit j'aurais pu signer votre livre, Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin qui lui dit vous êtes vraiment pas suffisamment ferme vis-à-vis de la laïcité. Enfin, on croit rêver. On croit rêver. Et si vous pensez qu'avec ce cours des choses, on n'avance pas vers une société pré-fasciste, alors vous vous trompez. Enfin, je vous rappelle quand même qu'en 2017, c'est Emmanuel Macron qui a empêché Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Et c'est ni Jean-Luc Mélenchon de la droite classique. Donc l'accuser d'être le tremplin de Mme Le Pen, pour l'instant, on n'en sait strictement rien, on verra bien. Vous avez constaté que depuis, les intentions de vote pour Marine Le Pen ont baissé depuis qu'Emmanuel Macron est là. Vous avez l'impression que le terrain ne lui est pas plus favorable qu'auparavant. Vous n'avez pas l'impression... Mais c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Y compris à Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis totalement d'accord avec le fait qu'à gauche, nous avons une responsabilité. Si vous voulez la pointer, je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est que le quinquennat de François Hollande a été tragique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous avez un candidat qui a été président de la République et qui se disait de gauche, qui n'était même pas en situation de se représenter, et qui du coup a aussi fait tapis rouge, en effet, à la possibilité de l'extrême droite de continuer à essayer de convaincre dans les milieux populaires. Donc notre responsabilité, je la prends très au sérieux. Je vous le dis sincèrement, je ne rejette pas tout sur les autres, mais je constate que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sont en train d'aligner leur agenda sur celui de l'extrême droite. Et au final, ça ne peut que produire le pire. Vous êtes une jeune responsable politique. Est-ce que Séjourné n'a pas totalement raison quand il dit concernant... Stéphane Séjourné, eurodéputé conseiller d'Emmanuel Macron. Absolument. Quand il dit qu'il y a quand même une situation en France qui est particulière, c'est que les perdants reviennent toujours. Alors c'est vrai que ça a été le cas de Mitterrand, de Chirac, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi, pour votre génération, une explication du fait que la situation tourne en rond? C'est-à-dire que vous vous imaginez, avec une présidentielle, on va se retrouver avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Il y en a 2 qui seront candidats depuis 3 fois. Alors qu'aux États-Unis, vous perdez une fois, vous giclez. C'est très français. François Mitterrand a gagné au bout de la 3e fois. C'est vrai que c'est un système qui est très calé sur la France. Mais je vais vous dire mon sentiment là tout de suite, c'est que l'ampleur des défis qui sont devant nous ne se résume pas à la personnalité de tel ou tel qui va être candidat. C'est-à-dire que là, au moment où nous nous parlons, c'est de quel thème nous débattons, quelle orientation nous voulons donner pour ce qui m'intéresse à gauche. Est-ce qu'enfin on est clair sur le fait qu'il faut sortir du néolibéralisme et tirer des conclusions très grandes sur les impasses dans lesquelles nous avons été? Est-ce qu'on décide que la transition écologique, c'est au cœur du projet demain? Est-ce qu'on veut une nouvelle République pour passer à la 6e République? C'est ça les sujets qui, pour moi, sont très importants et qui doivent vous structurer la réponse politique. La progression du Rassemblement national. Concrètement, qu'est-ce que propose le courant de gauche au sens large aujourd'hui, notamment sur les problèmes dont on vient de parler, c'est-à-dire la radicalisation, les phénomènes de ghettoisation? Vous parliez de Sevran, on a parlé de Trappes. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ajoute que votre parti politique était une cible politique dans ces questions-là. Oui, avec encore des termes complètement... L'islamo-gauchisme, c'est l'expression consacrée, qui a été consacrée par certains pour parler de vous. Elle est consacrée par quoi? Elle est répétée en boucle. Oui, c'est pour ça que j'ai dit par certains. Ouais. C'est un anathème qui empêche de penser. Vous voulez je vous dis, aujourd'hui, le problème, c'est que la raison est en train de partir du débat politique. Et ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Ça ne veut rien dire. Islamo-gauchiste ne veut rien dire. Je veux répondre à votre question. Des gens participaient à des manifestations ou à des réunions où des gens étaient sur des positions qui sont soit proches de la France insoumise, soit de l'autre côté proches de l'islamisme radical. Ça a existé. Enfin, je veux dire, on l'a suffisamment reproché à Plenel pour ne pas le dire publiquement. Il y a un certain nombre de gens. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Monsieur Durand, j'ai aussi manifesté plusieurs fois avec des dictateurs au moment où il y avait Charlie Hebdo, et des dictateurs peu fréquentables. J'étais là. Est-ce que j'ai eu un surnom pour ça? J'étais avec Mireille Knoll, parce que le combat contre l'antisémitisme aujourd'hui, d'anniversaire de la mort d'Ilan Halimi, c'est important. Voilà, j'y étais, c'est mon combat. C'est mon combat. Des gens m'ont menacé de mort droit dans les yeux dans cette manifestation. Est-ce qu'on a trouvé des surnoms? Bon, donc il y a un problème. Moi, je suis cohérente, je me bats pour l'émancipation humaine, contre toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, et donc aussi contre le rejet des musulmans en France. Et je tiens les 2 bouts nécessaires, c'est-à-dire que oui, il faut parler du sujet de la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais si on veut en parler, je suis désolée, mais ce n'est pas des histoires telles qu'elles sont abordées dans la loi séparatisme.
Il faut aller au cœur du sujet. Ce qui nous manque, c'est les moyens pour traquer les filières. C'est des lieux d'écoute pour les personnes qui sont confrontées à des gens qui sont en train de sombrer parce que ce sont des phénomènes sectaires. Parlons-en. Voilà. Ça, c'est d'accord de parler de ça. Parlons de géopolitique, des guerres folles que nous avons fait, de ces dirigeants politiques qui nous gouvernent et qui prennent le thé avec des hauts dignitaires qui ont des responsabilités dans ce qui se passe. Donc, comme votre groupe, vous vous opposerez à ce texte mardi à l'Assemblée? Oui, je m'opposerai à ce texte. Mais ça ne répond pas à la question que vous m'avez posée, parce qu'il y avait 2 questions. Oui, il faut parler du terrorisme islamiste, et moi j'y suis totalement prête. Je suis élue de Suvran, je vous le redis. La mosquée des radars, j'ai suivi et j'étais intervenue pour sa fermeture, et je vois les choses de façon beaucoup plus lucide que vous pourriez le penser. Je le vois de façon très lucide. Mais ce que je vois aussi de façon lucide, c'est que l'extrême droite prospère aujourd'hui, et que l'antidote, c'est pas de l'eau tiède à gauche. Ça se fera pas avec de l'eau tiède. Ça se fera avec une gauche franche, vous comprenez, qui est claire sur ses valeurs, qui n'accepte pas l'agenda de l'extrême droite qui nous est imposé et qui est capable de dire qu'aujourd'hui, la question dont je voudrais qu'on ait débattu depuis une demi-heure, c'est par exemple l'Open Lux. Vous avez vu l'Open Lux dans le monde. Oui. Voilà, Enfin, série. On en est au point. Pour la gauche, essentiellement, ce serait qu'elle soit unie. Vous connaissez l'histoire politique. Non, je ne crois pas ça. Écoutez, je suis pour le rassemblement, Monsieur Durand. Je fais partie des gens qui, y compris dans ma famille politique, sont très connus pour être le rassemblement. Mais tout à fait. Mais c'est il faut du justement là rassemblement, que ça coince. mais il faut un projet. Il faut un projet. Oui, mais c'est justement là que ça coince. Vous savez très bien que le problème aujourd'hui de la gauche, c'est que si vous avez d'un côté Madame Hidalgo, de l'autre côté Monsieur Mélenchon, de l'autre côté Monsieur Jadot, que vous receviez, ou d'autres qui se présentent, de toute façon, même si, imaginons même que vos idées soient majoritaires dans le pays, vous allez plonger dans le fin fond de l'abîme parce que vous êtes divisés. C'est ce qui a montré la candidature de François Mitterrand quand il a ramené les communistes, et c'est pour ça qu'il a remporté une présidentielle mais en non, 80. c'est l'inverse. En 74, pardonnez-moi, mais en 74, il est le candidat de toute la gauche, il n'y a pas de candidat communiste, il perd. En 81, il y a un candidat communiste, il y a François Mitterrand, il gagne. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, si je puis me permettre. Mais il y avait une alliance qui était tacite depuis le début, bien vous sûr, saviez. et il faut travailler. Mais pourquoi ça ne marche pas ce soir? Expliquez-nous pourquoi, justement, ils ne veulent absolument pas, les uns et les autres, entendre parler d'une sorte d'alliance. Il faut du rassemblement et des passerelles. Moi, je m'y emploie. J'avais lancé le Big Bang dans la gauche, au sein des gauches et des écologistes, pour avancer vers ce dialogue. Mais vous ne pouvez pas complètement faire comme s'il n'y avait pas eu un quinquennat avec un bilan récent il y a 3 ans, et donc la nécessité d'un aggiornamento du côté du Parti socialiste, et donc d'une discussion nouvelle qui est aussi impactée par l'essor de la question écologique, qui impacte aussi la façon dont nous pouvons penser notre projet. Donc il faut que ce débat ait lieu, et il faut chercher à trouver un projet qui peut rassembler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le rassemblement est une chose, elle est importante, c'est important, mais quand vous voyez toutes les enquêtes d'opinion, même quand vous mettez un seul candidat, le total gauche reste extrêmement faible. Clémentine Autain. Notre enjeu, c'est de réussir à mettre sur pied un projet qui redonne espoir et qui parle au monde populaire aujourd'hui et à toute la société. Le temps file. Je voudrais vraiment vous entendre sur un sujet de société qui est capital, parce que vous êtes une pionnière en un sens. Je crois que c'est en 2006 que vous avez témoigné, vous avez raconté avoir été violée, et vous disiez à l'époque, parce que je suis une personnalité publique, je dois le faire. Je dois le faire parce que beaucoup ne peuvent pas le faire. C'était avant que les réseaux sociaux soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements sur ces réseaux sociaux qui permettent à de nombreuses victimes d'enfin prendre la parole. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de cette prise de parole et l'évolution surtout, ce qui est capital, je pense, de sa prise en compte? D'abord, c'est une émotion et une joie extraordinaire que d'avoir vu déferler la vague MeToo, après avoir fait justement, notamment ce manifeste des 313 femmes déclarant publiquement avoir été violées, qui était avant la vague MeToo. Et je me souviens de la difficulté que nous avions eue, des préventions de mes proches aussi qui me disaient ne parle pas. Ne dis pas, ça va être trop dur, ça va être trop violent. Et moi, j'en avais marre de mentir, parce qu'en fait, j'ai menti pendant très longtemps. On me demandait comment vous êtes devenue féministe, et je racontais une histoire, alors que la vérité, c'est que j'ai été victime de viol, je suis devenue féministe, et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ce silence ? Pourquoi je ne pourrais pas le dire? Et donc, on a pris cette initiative audacieuse, mais beaucoup de femmes que j'avais contactées, des femmes... je sais pas, des actrices, des femmes politiques, ont refusé à ce moment-là. Donc quand je vois déferler tout ça, c'est un soulagement immense et une immense joie. Parce que cette libération de la parole, c'est le point de départ à partir duquel on va pouvoir véritablement faire reculer ces violences. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement politique. Et l'accompagnement politique, c'est ce qu'on a dit sur
le seuil de non-consentement pour les mineurs. Je rappelle que j'avais posé une question à Madame Belloubet il y a 3 ans sur le sujet. Et elle m'avait envoyé une fin de non-recevoir, c'était pas possible. Donc je suis très contente que, grâce à la Familia Grande, à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à nouveau à l'ordre du jour et je m'en félicite. Juste, Mais pardon, le juste cœur... pour rappeler les choses pour nos téléspectateurs, il y a 3 propositions de loi sur ce sujet de l'inceste, précisément, dont une qui devrait être le véhicule législatif, qui est celui d'Annick Billon, c'est une sénatrice de Vendée. Les sénateurs avaient voté son amendement qui pose à 13 ans l'âge de non-consentement. Manifestement, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, s'y est engagé. Ce sera 15 ans, ce sera le chemin qui sera pris à 99,999%. Mais donc, le seuil de non-consentement, c'est quelque chose de très important. Mais le deuxième pilier essentiel, ce sont les moyens. Nous ne cessons de les demander. Le milliard, nous ne cessons de le demander. Parce qu'il ne faut pas simplement durcir la... Sans arrêt, on va essayer de durcir la loi. Mais si elle n'est jamais appliquée, si vous n'avez que 10% de plaintes, et parmi ces plaintes, l'essentiel qui termine mal, c'est-à-dire sans jugement, avec des non-lieux, à quoi ça sert? Donc il faut former les policiers, il faut former les magistrats, il faut donner les moyens aux associations qui accompagnent les victimes, et il faut un plan pour le monde éducatif, de telle sorte qu'on parle de ces sujets dès le plus jeune âge. Et pour tout ça, c'est un plan Marshall qu'il faut. C'est pas de la rustine ici ou là, c'est un plan Marshall. Et c'est ce que demandent les associations féministes aujourd'hui. C'est ce que nous avons dit dans la rue, dans une immense manifestation. Il n'y a pas si longtemps, on était avec nos pancartes, on demandait le milliard. Et ce milliard, pour l'instant, on ne le voit pas venir. Donc moi, je demande solennellement au gouvernement d'accompagner le mouvement de la société en mettant enfin les moyens pour que ça se traduise, si vous voulez, dans la réalité. Parce qu'enfin, on commence à entendre. On commence à entendre ce qui se passe, mais maintenant, il faut que justice soit faite, que l'impunité cesse et que la honte change véritablement de camp. Vous dites dès le plus jeune âge, il y a aussi une ambiance assez particulière en ce moment dans les grandes écoles. Vous avez vu aussi ce phénomène de libération de la parole, de beaucoup de témoignages sur des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on gère ce problème? Comment est-ce qu'on prend en compte effectivement ces témoignages, qu'on les évalue et qu'on estime si on peut les prendre au sérieux ou pas? Et qu'est-ce que ça peut aussi créer dans une génération, dans une école, au sein d'une jeunesse qui est déjà assez déstabilisée en ce moment? C'est vrai que la situation des étudiants, et vous faites bien de le rappeler, est terrible. Quand on voit tant de jeunes en train de faire la queue dans des banques alimentaires en France, aujourd'hui, ça fend le cœur. Franchement, ça fend le cœur. Et quand je vous dis que la question de l'explosion de la pauvreté, des licenciements en masse, du monde culturel qui est menacé terriblement, et nous, enfermés aussi, excusez-moi de parler de ça, mais ça a à voir aussi avec cette libération de la parole, je me dis qu'on est une société qui perd le sens de l'humain, le sens de la vie, le sens de l'essentiel. Et donc, dans l'essentiel, il y a bien sûr cette libération de la parole qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, une libération de la parole. Donc, c'est dur. Mais en même temps, c'est un soulagement pour toutes ces femmes. Enfin de pouvoir le dire, enfin de se sentir moins seule aussi. Vous savez, moi, quand j'ai été... Je parle de moi là en l'occurrence, mais quand j'ai été victime de viol, d'abord, j'ai eu cette image de me dire ma vie est fichue. Vous savez, quand on est victime de viol, on pense que la vie est terminée. L'image est terrible, très très noire. Et finalement, de parler avec d'autres femmes, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de tourner ça aussi dans un combat, vous voyez ce que je veux dire, dans un combat où donc il y a une solution, on n'est pas tout seul face à un démon, un violeur, on est bien dans une histoire de la domination masculine, avec cette expression ultime de la domination masculine qu'est le viol, que sont les agressions sexuelles. Eh bien, c'est ce qui permet ensuite de se reconstruire et de revivre. Et de créer du collectif et donc de la politique. Et c'est par là qu'on va s'en sortir. Par la politique. C'est elle qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Et vous voyez, tous ceux qui nous font des leçons dans la loi de séparatisme sur le féminisme, parce que vous avez vu qu'il y en a certains, je pense à M. Ciotti, plein d'autres, qui découvrent la question d'égalité homme-femme dès lors qu'il s'agit d'enjeux spécifiques. On ne les retrouve pas dans les combats sur le viol, on ne les retrouve pas dans les combats sur l'extension du délai pour le droit à l'avortement qui, je le signale, arrive là à l'Assemblée nationale cette semaine avec une extension très importante. Tout cela qui nous font des leçons dans la loi séparatiste sur l'égalité homme-femme,
y compris à moi, incroyable, eh bien, on ne les entend pas sur des sujets qui sont des sujets qui concernent massivement les femmes et qui sont très importants pour faire avancer l'égalité. Enfin, même sur les coiffeurs, vous voulez une blague pour terminer, mais ça n'est pas vraiment une. Les coiffeurs non mixtes. Le scandale des fameux coiffeurs non mixtes. Vous savez qu'il y a des coiffeurs non mixtes dans toute la France. Évidemment, il y a des coiffeurs pour hommes, des coiffeurs pour dames. Mais le vrai scandale de la discrimination, c'est que vous voyez ma coupe, moi, de cheveux, eh bien, je paye plus cher avec ma coupe de cheveux que mon mari qui a pas exactement la même coupe, mais enfin bon, qui a une coupe courte comme moi, et qui lui est un homme. Et je paye plus cher alors que j'ai les cheveux courts, juste parce que j'ai un tarif femme. Bon, bah ça typiquement, c'est une discrimination chez le coiffeur. On va vous donner des je vous adresses de assure, coiffeurs qui vous feront payer moins cher. non, mais Clémentine, ce que je veux dire, c'est que si on se met à regarder la société vraiment avec toutes les discriminations et les inégalités qui restent prégnantes, alors que la loi est très claire, hein, la loi promeut l'égalité, mais il faut la faire passer aujourd'hui dans la vie, c'est-à-dire passer à l'égalité réelle. Juste avant ça, il faut les moyens. Avant de clore cette émission, Jean-Luc Mélenchon parle de vous, Guillaume Durand. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon qui dit « Sur BFM TV, Durand m'accuse de ne parler de l'islam que chez Hanouna. Non, pas du tout. J'ai passé la soirée à lutter contre ça, puis il ment sur ma position du deuxième tour. Voilà pourquoi je n'irai pas sur son plateau. Voilà ce qui m'écœure dans cette profession. » Pardonnez-moi, d'abord, j'ai regardé une grande partie de son émission. Je pense qu'il a été effectivement, dans cette affaire-là, acculé par une conversation qui tournait autour de ça. Je n'avais pas dit que c'est lui qui avait été l'initiateur de cette conversation. Il faudrait revenir sur toute l'émission, mais ils étaient une dizaine autour de lui. Donc, beaucoup ont parlé de ça. Ça ne veut pas dire que lui ne pense qu'à ça, puisque vous avez évoqué d'autres sujets. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous assure qu'on se donne, mais... et lui et d'autres dans ma famille politique au sens large, hein, communistes, les insoumis, beaucoup de mal pour essayer de faire en sorte que la crise sociale, par exemple, soit au rendez-vous, que les enjeux des vaccins, des brevets, du pôle public du médicament, qu'on parle de ça, mais on a énormément de mal. On va en parler justement dans cette émission dans quelques instants. Et on sait en ça que c'est grave, c'est que c'est l'agenda de l'extrême droite qui s'impose, et j'aimerais que tout le monde mesure la gravité de la situation, parce que si on ne veut pas d'un deuxième tour Le Pen, je ne sais qui, si on ne veut pas de Le Pen en 2022, alors il faut que chacune et chacun prenne ses responsabilités dès aujourd'hui, et je le dis avec fermeté et solennité. Merci Clémentine Autain d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Mathilde, merci Guillaume. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, à vos places, Nora Hamadi et Christophe Barbier. Nous allons parler de cette pandémie Covid-19. D'abord avec Christian Bréchot, ancien patron